Mes parents m'ont retiré de leur testament et ont cédé à ma sœur le domaine familial de 4 billions €. Maman a souri d'un air suffisant, tu as toujours été notre plus grande déception. 3 ans plus tard, mon avocat a appelé leur avocat. Quand papa a entendu ce que j'avais construit par moi-même, il ne pouvait pas s'arrêter de répéter, c'est impossible. Mon nom n'est pas important. Ce qui compte, c'est que pendant 26 ans, j'ai cru que l'amour était quelque chose que l'on méritait en suivant le bon chemin, en allant dans la bonne école, en choisissant la bonne carrière, en devenant la bonne version de soi-même. Celle que ses parents pouvaient exhiber lors des dîners et dont ils pouvaient être fiers. J'y croyais parce qu'ils me l'avaient dit. Pas avec des mots exactement, mais dans chaque petite façon constante dont les familles communiquent les choses qu'elles sont trop polies pour dire à voix haute. J'ai grandi dans le comté de Fairfield, au Connecticut, le genre d'endroit où les haies sont taillées à intervalles réguliers et où les voitures dans les allées coûtent plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Mon père, Richard, était un avocat spécialisé dans les successions au sein d'un cabinet qui représentait les vieilles fortunes du Connecticut depuis 40 ans. Ma mère, Patricia, avait travaillé dans le conseil financier avant de se consacrer à la gestion de la famille, du calendrier social et de l'image. La maison sur Ridgewood Lane avait 6 chambres, une véranda grillagée, des planchers de bois franc d'origine et un mur de galerie dans le couloir qui contenait 3 photographies dans des cadres en argent. Ma sœur Victoria lors de sa remise de diplôme de la faculté de droit. Victoria acceptant le prix du doyen. Victoria et mes parents sur un balcon à Rome l'été où elle a réussi l'examen du barreau. Il n'y avait aucune photographie de moi. Je ne dis pas cela pour être dramatique. Je le dis parce qu'au moment où j'ai eu 22 ans, j'avais cessé de le remarquer. C'est le problème quand on grandit dans une famille où la barre de mesure est toujours juste un peu hors de portée. Finalement, vous arrêtez d'essayer de l'attraper. Vous apprenez juste à vivre dans l'ombre. Victoria avait 4 ans de plus que moi et avait tout fait correctement. Des études préparatoires en droit à Yale, la faculté de droit à Georgetown, un poste dans un cabinet prestigieux à Stanford avant d'avoir 28 ans. Elle était vive, posée et implacable d'une manière que j'admirais sincèrement avant de comprendre ce que ses qualités allaient me coûter. En grandissant, je pensais que nous étions proches. Nous n'étions pas adversaires, pas ouvertement. Nous regardions des films ensemble le vendredi soir quand nous étions adolescentes. Elle m'a aidé à choisir ma robe pour le bal de fin d'année. Il y a eu des années où je la considérais comme l'une des rares personnes de mon côté. Je me trompais à ce sujet aussi. Mais je n'ai découvert à quel point je me trompais que bien plus tard. J'ai choisi le design d'intérieur. Je sais comment cela sonne dans une famille comme la mienne. Le visage de ma mère, la première fois que je l'ai dit à voix haute, a traversé 3 expressions en moins d'une seconde. La confusion, la déception et cette page blanche soigneusement construite qu'elle mettait comme un masque quand elle avait besoin de paraître neutre. Mon père a été plus silencieux à ce sujet. Il a demandé une fois si j'avais envisagé quelque chose avec des parcours professionnels plus définis. J'ai répondu que oui, et que c'était celui que je voulais. Il a hoché la tête lentement et est passé à d'autres sujets. Ce hochement de tête, j'allais le comprendre, n'était pas une acceptation. C'était un report. Il rangeait l'information, prenait une note dans le registre qu'il gardait dans sa tête, attendant de voir si j'allais prouver l'instinct qu'il avait déjà à mon sujet. Je suis allé à l'école de design de Rhode Island, j'ai obtenu mon diplôme avec un solide portfolio et une idée claire de ce que je voulais faire. La rénovation intérieure résidentielle et commerciale. Le genre de travail qui prend un espace négligé ou mal utilisé, et trouve la version de celui-ci qui avait toujours été possible. J'ai déménagé à New Haven après l'obtention de mon diplôme et j'ai commencé à construire une base de clients de manière lente et acharnée. Des recommandations, de petits projets, des consultations de salon à 800 € qui se sont transformées en propositions de rénovation à 3000 €, qui se sont finalement transformées en quelque chose qui ressemblait à un vrai cabinet. Ce n'était pas rapide. Ce n'était pas glamour. Mon appartement avait un radiateur qui gémissait toute la nuit et une cuisine si étroite que je devais me tourner de côté pour ouvrir le four. Mais le travail était le mien et j'étais doué pour cela et pendant un temps, cela semblait suffisant. Mes parents ne sont jamais venus me rendre visite, pas une seule fois en 3 ans de vie à New Haven. Victoria est venue une fois pendant environ 90 minutes sur le chemin du retour d'un événement professionnel à Hartford. Elle a regardé l'appartement avec cette expression particulière que les gens utilisent quand ils essaient d'avoir l'air impressionnés mais n'y arrivent pas tout à fait. Elle a dit que la lumière était bonne et m'a demandé si j'arrivais à joindre les 2 bouts. Je lui ai dit que oui.
Elle a hoché la tête de la même manière que mon père et est partie. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je construisais quelque chose. Il le verrait bien un jour. L'appel téléphonique a eu lieu un mercredi soir fin février. J'étais sur le sol de mon appartement, entouré d'échantillons de tissu pour la rénovation du salon d'un client. Mon premier vrai projet en solo, un budget de 4 800 €. Et j'étais épuisé. Le nom de ma mère s'est illuminé sur l'écran. Elle a dit « Réunion de famille ce dimanche. Ne sois pas en retard. » Aucune explication, aucune chaleur, juste l'instruction délivrée sur le ton qu'elle utilisait pour les choses qui étaient déjà décidées. J'ai failli ne pas y aller. J'ai passé le trajet jusqu'au comté de Fairfield à essayer de lire la situation. Ma grand-mère avait eu quelques problèmes de santé. C'était peut-être cela. Peut-être que mon père changeait de cabinet. Peut-être que c'était quelque chose d'administratif concernant la maison. J'ai passé en revue des explications pendant les 3 heures entières parce que l'alternative, que la réunion me concernait spécifiquement, semblait trop lourde à regarder directement. Quand j'ai tourné sur Ridgewood Lane, la maison s'est dressée à travers la pluie grise de mars exactement comme elle l'avait toujours fait. Une façade en pierre, des volets noirs, le genre d'architecture qui est conçu pour vous faire sentir légèrement plus petit que vous ne l'êtes. À l'intérieur, 12 personnes étaient déjà assises autour de la table de la salle à manger. Grand-mère Rosemary près de la fenêtre, les mains croisées. Oncle Robert à côté d'elle, la mâchoire serrée. Tante Janet, 3 cousins. Tout le monde était habillé comme s'ils avaient reçu un code vestimentaire. En bout de table, était assis Gerald Whitfield, l'avocat spécialisé dans les successions de ma famille. Les cheveux argentés, des lunettes de lecture sur une chaîne, un épais dossier en cuir ouvert devant lui. Mon père se tenait derrière sa chaise, les bras croisés, ne me saluant pas. Ma mère a fait un geste vers la seule chaise vide à l'autre bout de la table, la chaise qui avait toujours été dans cette famille la chaise de la personne qui allait recevoir des informations plutôt que d'en donner. Et à la droite de mon père, parfaitement posée dans un blazer repassé, était assise Victoria. Elle ne m'a pas regardé quand je me suis assise, mais sa posture disait tout. Elle savait déjà. Mon père a fait un signe de tête à Whitfield, qui a ouvert le dossier et a commencé à lire d'un ton juridique plat qui dépouille tout d'émotion. Le domaine dans son intégralité était transféré à Victoria Anders. La maison sur Ridgewood Lane, le chalet de plage à Mystique, les comptes d'investissement, le fonds en fiducie établi par mon grand-père. Valeur totale estimée, 4 billions €. Chaque mur, chaque souvenir, chaque centime. Le nom de Victoria sur chaque ligne, le mien sur aucune. J'ai regardé mon père. Il a ajusté son bouton de manchette et a fixé un point juste au-delà de mon épaule. J'ai regardé ma mère. Elle avait attendu ce moment. Je pouvais le voir dans la façon dont elle était assise, légèrement penchée en avant, le menton levé. La façon dont les gens s'assoient quand ils sont sur le point de livrer quelque chose qu'ils ont répété. Tu as toujours été notre plus grande déception. Elle l'a dit comme on lit une liste de courses. Aucune hésitation, aucune cruauté dans sa voix. Exactement. Juste de la finalité. Le ton d'une femme qui ferme une porte qu'elle avait prévu de fermer depuis longtemps. Nous n'allons plus faire semblant. Grand-mère Rosemary a baissé les yeux sur ses mains. Oncle Robert a bougé mais n'a rien dit. Tante Janet a étudié la table. Mes cousins ont évité mon regard. Pas une seule personne à cette table n'a dit un mot. Whitfield a fait glisser un document vers moi. Une renonciation au droit de succession. Des onglets pré-rédigés marquant déjà ou signé. J'ai pris le stylo. Ma main était ferme, ce qui m'a surprise. J'ai entendu maman. J'ai signé. Je me suis levé avant que l'encre ne soit sèche. Personne n'a tendu la main. Personne n'a dit « Attends ». J'ai traversé le couloir jusqu'à la porte d'entrée. À ma gauche, un mur de galerie. La remise de diplôme de Victoria. Le prix de Victoria. Victoria à Rome. 3 photographies dans des cadres en argent, parfaitement espacés. J'ai ouvert la porte. La pluie ne s'était pas arrêtée. Alors que j'atteignais ma voiture, mon téléphone a vibré. Un message de Victoria. Sans rancune, n'est-ce pas? Ce ne sont que des affaires. Je l'ai fixé pendant 10 secondes. Puis je l'ai supprimé.
J'ai roulé pendant 20 minutes avant de m'arrêter sur l'accotement de l'autoroute Inter-État 95. Les voitures passaient à toute vitesse. La pluie martelait le toit. Je me suis assise là pendant 40 minutes, sans pleurer, sans crier, en supportant juste le poids de tout cela. Le poids étrange et spécifique d'être soustraite de sa propre famille, comme une erreur que quelqu'un avait finalement corrigée. Puis j'ai démarré la voiture et je suis retourné à New Haven. Quand je suis rentré à la maison, l'appartement était exactement comme je l'avais laissé. Des échantillons de tissu sur le sol, un plan d'étage épinglé au mur, un bol de céréales du petit déjeuner. J'ai vérifié mon compte bancaire, 3200 €. Je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai fait une liste de ce que j'avais encore, pas de ce que j'avais perdu, de ce que j'avais encore. La liste était courte, mais elle était à moi. Je me suis dit que le travail allait me stabiliser. J'avais 3 clients actifs, 4 projets en cours, une recommandation d'un client satisfait à laquelle je n'avais pas encore donné suite. Je me suis dit que la réunion sur Ridgewood Lane était derrière moi maintenant et que la seule direction qui comptait était d'aller de l'avant. Puis les annulations ont commencé. La première est arrivée un mardi. Un email bref, aucune explication au-delà de « Nous avons décidé d'aller dans une direction différente et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite ». J'ai envoyé une réponse polie. Ces choses arrivent. La deuxième est arrivée 4 jours plus tard. Celle-ci a fait plus mal parce que c'était une rénovation complète de cuisine. 3 semaines de planification, les matériaux déjà choisis, les mesures déjà marquées sur les murs de sa maison. La propriétaire a appelé au lieu d'envoyer un email, ce qui signifiait qu'elle sentait qu'elle me devait une explication, mais ne pouvait pas tout à fait me donner la vraie. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que je traversais des problèmes personnels, qu'elle pensait qu'il valait mieux travailler avec quelqu'un de plus stable en ce moment. J'ai demandé qui lui avait dit cela. Elle a fait une pause. Elle a dit qu'elle préférait ne pas le dire. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. 2 annulations en une semaine. Les 2 utilisaient un langage qui semblait préparé. Les 2 citaient des raisons qui n'avaient rien à voir avec mon travail réel. J'ai fait attention à ne pas faire de suppositions. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Je me suis dit que les gens avaient leurs propres raisons. J'ai pris de plus petits travaux. Un rafraîchissement de salon pour un appartement de location à 800 €. Une consultation sur les couleurs pour un couple à West Haven à 200 €. Je mangeais des céréales pour le dîner 3 soirs par semaine. Non pas parce que j'essayais d'être poétique sur la lutte, mais parce que les céréales coûtaient 3,49 € la boîte, et que je calculais tout. Au cours de la 3e semaine, j'ai passé un appel que je n'aurais pas dû avoir à faire. J'avais un oncle, le frère cadet de mon père, Robert, qui avait toujours été différent des autres. Plus doux, plus observateur, le genre d'homme qui remarque les choses. Il m'avait dit un jour que mon œil pour la couleur lui rappelait ma grand-mère quand elle était jeune. Je l'ai appelé et je lui ai dit ce qui se passait. Pas les annulations spécifiquement, juste les conséquences de la réunion. La façon dont j'avais été coupé, la façon dont personne à cette table n'avait dit un mot. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Théa, je t'aime, mais ne m'entraîne pas au milieu de ça. » Il a raccroché. J'ai tenu le téléphone pendant un moment après la fin de l'appel. Et puis j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois. Il n'y avait pas de milieu. Il y avait ma famille et il y avait moi. 2 pays maintenant sans aucun terrain neutre entre eux. La vérité m'a trouvé 6 semaines après la réunion. Un samedi matin dans un café sur Chapel Street, je révisais des croquis pour la rénovation d'une salle de bain, le seul projet substantiel qu'il me restait. Quand une femme s'est assise en face de moi sans demander, Claire Duton, une ancienne cliente. J'avais repensé son bureau à domicile l'automne précédent. Elle avait été satisfaite du travail. Elle m'avait recommandé à 2 amis par la suite. Son visage était compliqué, moitié culpabilité, moitié autre chose, du soulagement peut-être, d'avoir enfin une raison de le dire. Elle m'a dit que lors d'un dîner environ un mois plus tôt, ma sœur avait parlé de moi. Pas directement au début. Victoria avait mentionné en passant que je m'étais retiré de l'entreprise, que je traversais une période difficile. Puis avec soin, elle a ajouté que j'avais été renvoyé de la famille pour des raisons qu'elle ne pouvait pas aborder. Elle a fait en sorte que cela paraisse grave, a dit Claire, comme si c'était juridique. Comme s'il y avait des choses qu'elle n'avait pas le droit de dire.
Elle a dit que plusieurs personnes à ce dîner travaillaient dans l'immobilier. Les nouvelles voyagent vite. C'est ce que Claire a dit. Les nouvelles voyagent vite. J'ai posé mon crayon. Mes mains tremblaient. Pas de chagrin cette fois. De quelque chose de plus dur et de plus froid. A-t-elle dit quelles étaient ses raisons? Non. C'est ce qui a rendu les choses pires. Elle l'a laissé ouvert. Les gens ont rempli les blancs. J'ai tout compris alors. Tout cela. Le langage préparé. La distance soudaine. C'était une façon prudente dont les deux annulations avaient cité ma situation personnelle plutôt que quoi que ce soit sur la qualité de mon travail. Victoria n'avait pas seulement pris mon héritage. Elle était passée derrière moi avec une allumette allumée et avait salé la terre tranquillement, socialement, avec un déni plausible et aucune empreinte digitale. Je me suis assise sur la banquette de ce café avec mon café au lait à 6,50 € et ma liste de clients ruinés, et j'ai pris une décision qu'il me faudrait 3 ans pour comprendre pleinement. Je ne l'appellerai pas. Je ne la confronterai pas. Je ne supplierai pas mes parents ni ne ferai appel à des proches ni n'essaierai de récupérer la réputation qu'elle avait brûlée. Je partirai. Je reconstruirai quelque part où elle ne pourrait pas m'atteindre, et je ne donnerai jamais à aucun d'eux la satisfaction de me voir petite à nouveau. J'ai fait mes bagages 2 semaines plus tard, une Honda Civic de 12 ans avec une bosse sur la porte du passager que j'avais l'intention de réparer depuis 2 ans sans jamais le faire. Des échantillons de tissu sur la banquette arrière, une boîte de livres de design, 3 plantes d'intérieur que je refusais de laisser derrière moi parce qu'elles étaient vivantes et qu'elles étaient à moi, et cela semblait avoir de l'importance. Toute ma vie dans le coffre avec de la place à revendre. J'ai conduit vers le sud. Le projet qui m'attendait était un appartement terrasse à Hartford. Une demande qui était arrivée par email environ 3 semaines plus tôt d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Le budget était seulement indiqué comme étant important. J'avais failli la supprimer. Cela semblait trop opportun, trop grand, trop irréel pour le moment où je me trouvais. Mais mon instinct m'a dit de répondre, et j'avais appris à l'époque que mon instinct était généralement la partie la plus intelligente de moi. La femme qui possédait l'appartement terrasse s'appelait Margaret Callaway, 62 ans, qui avait réussi par elle-même, avec des bagues en argent à 3 doigts, possédant des propriétés commerciales à travers le Connecticut et la Caroline du Nord. Elle avait le genre de poignée de main qui vous dit immédiatement que cette personne a été sous-estimée toute sa vie et a trouvé des moyens de transformer cela en un avantage concurrentiel. L'appartement terrasse lui-même était un désastre. Le locataire précédent avait vidé la cuisine et était parti. Les murs étaient réduits à des cloisons sèches, des tuyaux apparents couraient sur toute la longueur de l'espace de vie principal, des permis de la ville étaient en attente sur 3 problèmes distincts. La plupart des designers auraient vu un problème. Je suis entré et j'ai vu une cathédrale. Elle m'a regardé me déplacer dans l'espace pendant 40 minutes sans rien dire. Je ne faisais pas de présentation. Je ne vendais pas. Je faisais juste ce que je fais, toucher les surfaces, vérifier les lignes de vue, lire la lumière sous différents angles, comprendre ce que l'espace essayait d'être. Quand j'ai terminé, elle se tenait dans l'embrasure de la porte avec les bras croisés et le plus léger sourire au coin de la bouche. Vous voyez l'espace différemment de tous ceux que j'ai rencontrés, a-t-elle dit. Le projet avait un budget de 120 000 €, plus d'argent dont je n'avais jamais été responsable. Je n'ai pas beaucoup dormi pendant ces 5 mois. J'ai sourcé des matériaux dans des parcs de récupération et des ateliers d'artisans dans l'ouest du Massachusetts et le nord de l'État de New York. Chaque choix était intentionnel. J'ai dépassé le budget 2 fois, je suis revenu en dessous 2 fois, j'ai terminé avec 2 semaines d'avance. Quand ce fut fait, Margaret a traversé chaque pièce en silence. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit qu'elle avait 3 collègues qui avaient besoin d'exactement ce que je faisais. Dans les 2 mois, j'avais 4 projets actifs, de vrais projets, des refontes résidentielles complètes avec des clients qui m'avaient trouvé grâce au nom de Margaret, pas grâce à un réseau que j'avais construit ou à une réputation qui précédait le Connecticut. Au 4e mois, j'avais 8 clients. À la fin de la première année, j'avais 12 projets terminés et un chiffre d'affaires de 1 200 000 €. J'ai déposé les documents pour une société à responsabilité limitée et j'ai choisi le nom avec soin. Aldé Interior, aucun Anders nulle part. Un nouveau départ nécessitait un nouveau nom. Je me suis installé à Asheville, en Caroline du Nord, où Margaret avait un projet d'hôtel-boutique en cours. Une ville construite dans les montagnes Blue Ridge, pleine d'artistes et de gens qui avaient délibérément choisi une version différente de leur vie.
J'ai loué un appartement d'une chambre au-dessus d'un atelier de poterie, avec des planchers qui craquaient et une pression d'eau qui était plus une suggestion qu'autre chose. C'était parfait. Margaret et moi avons officialisé notre arrangement. Elle a investi 150 000 € dans Aldea Interior, pas de la charité, un accord commercial avec des termes et des jalons et une structure de partage des bénéfices que nous avons toutes les deux signés de nos noms. Je gérais le design. Elle me mettait en contact avec des propriétaires qui cherchaient à rénover des espaces commerciaux à travers le sud-est. Je travaillais 14 heures par jour, je m'endormais régulièrement à mon bureau et je n'ai pas vérifié les réseaux sociaux une seule fois au cours des 3 premiers mois. Le monde d'où je venais rétrécissait un peu plus chaque semaine jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose que j'avais vu dans un film une fois, quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Je conduisais toujours la Honda, je vivais toujours au-dessus de l'atelier de poterie, j'achetais toujours des provisions de marques de distributeurs et je déjeunais à mon bureau. L'argent augmentait, mais je gardais délibérément ma vie modeste. Non pas parce que je jouais l'humilité, mais parce que je n'avais sincèrement pas besoin de plus que ce que j'avais. Je construisais quelque chose. Construire était le but. 14 mois après mon départ du Connecticut, mon avocat a trouvé les emails. Il s'appelait Daniel Reeves, un ami d'université devenu avocat spécialisé dans l'immobilier à Charlotte. Il avait repéré Aldea Interior dans un registre commercial de Caroline du Nord et m'avait contacté. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café au centre-ville de Charlotte et je lui ai raconté toute l'histoire. La réunion sur Ridgewood Lane, les 12 membres de la famille, le stylo, la pluie, les annulations après le dîner que Claire avait décrit. Il a écouté comme les avocats écoutent soigneusement, sans interrompre, en classant les informations. Il m'a contacté une semaine plus tard. Il a dit qu'il était tombé sur le nom de ma sœur dans une transaction qu'il examinait, une affaire commerciale dans le sud-est. Elle avait été mise en copie d'une chaîne de mails entre un courtier et un groupe de gestion immobilière. Victoria ne travaillait pas dans l'immobilier commercial dans le sud-est. Elle n'avait aucune raison d'être dans cette chaîne. Il a enquêté. Ce qu'il a trouvé, enfoui dans la correspondance de courtage datant de 14 mois plus tôt, c'était un email que ma sœur avait envoyé à un courtier commercial nommé Paul Erickson. L'objet était « Avertissement, confidentiel ». Le contenu me décrivait comme financièrement irresponsable et déclarait que j'avais été renvoyé de ma famille en raison de graves problèmes de confiance. Elle conseillait la prudence avec quiconque associé au nom Thea Anders. Elle l'avait formulé exactement comme le ferait un avocat, soigneusement, précisément, ne laissant aucune fausse déclaration directe qu'elle ne pourrait pas défendre, juste des sous-entendus. Juste l'arrangement minutieux de faits plus ou moins vrais d'une manière qui conduisait le lecteur à la pire conclusion possible. Il y avait 3 autres emails, des destinataires différents, le même langage, la même formulation, une campagne coordonnée et silencieuse pour s'assurer que je ne puisse pas reconstruire. Daniel m'a envoyé la chaîne un mardi soir. J'étais assise à mon bureau à Asheville, la lumière de la montagne entrant par la fenêtre, une tasse de thé refroidissant sur le coin de ma table à dessin. J'ai lu les emails une fois, j'ai fermé mon ordinateur portable, je suis resté assise avec pendant 1 heure entière sans bouger. Puis j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai appelé Daniel. Sont-ils suffisants? Plus que suffisants. Je lui ai dit que je n'allais pas les utiliser par colère. Je les utiliserais si elles ne s'arrêtaient pas. Il a compris. Il a rédigé une mise en demeure qui faisait 5 pages, précise et dévastatrice, nommant 4 cas spécifiques de communication diffamatoire, joignant la chaîne de mai, citant la loi pertinente du Connecticut sur l'ingérence délictuelle dans les relations commerciales. Et se terminant par une seule déclaration claire. Si Victoria Anders continuait à diffuser des informations fausses ou trompeuses concernant Thea Anders ou Aldea Interior Société à responsabilité limitée, des poursuites judiciaires seraient engagées sans autre avis. Il l'a envoyé par courrier recommandé au bureau de Victoria au cabinet d'avocats de Stanford. Elle l'a reçu un jeudi matin. Il a obtenu une confirmation de lecture à 10h14. À 10h32, Victoria avait appelé ma mère. Daniel le savait parce que les nouvelles voyagent vite dans les petits cercles professionnels, en particulier lorsqu'une avocate en exercice reçoit une mise en demeure dans son propre cabinet pendant les heures de bureau. Une secrétaire juridique traite la livraison. Un associé directeur voit la page de garde. 2 avocats collaborateurs principaux apprennent qu'elle a utilisé des canaux professionnels pour diffamer sa propre sœur. En moins de 2 semaines, Victoria a été réaffectée, passant des transactions commerciales en contact avec la clientèle à l'examen de la conformité interne. Un bureau sans fenêtre,
pas de déjeuner avec les clients, pas d'événements de réseautage. Sa réputation ne s'est pas effondrée. Elle s'est érodée silencieusement, de façon permanente. Comme le font les choses quand les bonnes personnes entendent la mauvaise histoire sur quelqu'un en qui elles avaient confiance. Je n'ai pas célébré. Il n'y a rien à célébrer à regarder quelqu'un démanteler sa propre carrière avec des emails qu'elle a choisi d'envoyer. Pendant ce temps, le travail a continué de s'accumuler. Aldé Interior a achevé son 15e projet 18 mois après mon départ du Connecticut. J'avais 4 employés, un chef de projet, un designer assistant, un comptable qui me gardait honnête et un coordinateur de l'approvisionnement junior qui avait un meilleur goût que quiconque que j'ai embauché avant ou depuis. Nous travaillions dans un entrepôt converti au sud d'Asheville qui sentait en permanence la sciure de bois et la peinture fraîche, avec une lumière naturelle provenant de puits de lumière industrielle, des briques apparentes sur un mur. Une rangée de tables à dessin qui restait encombrée et un espace de conférence qui restait propre parce que c'est là que les clients venaient. Le chiffre d'affaires cette année-là a dépassé les 2 billions d'euros. J'ai embauché 2 personnes de plus. Nous avons accepté une commande pour la rénovation d'un hôtel-boutique dans l'ouest de la Caroline du Nord, une propriété de 22 chambres dans les montagnes qui était fermée depuis 6 ans et qui avait besoin de tout, depuis les fondations. Le projet a duré 8 mois et a respecté le budget. Lors de son ouverture, un magazine de voyage régional a publié un article d'une demi-page. Mon nom figurait dans le dernier paragraphe. Crédité pour la vision du design d'intérieur. Je l'ai découpé et je l'ai mis sur mon réfrigérateur. Puis je l'ai enlevé parce que cela ressemblait trop au fait d'avoir besoin de quelque chose. Je n'avais plus besoin de preuves. Le travail était la preuve. Margaret et moi avons commencé à envisager des acquisitions immobilières, pas seulement des commandes de design, mais de véritables achats. Le bâtiment en briques de 3 étages condamné au sud d'Asheville dont tout le monde nous avait dit qu'il était un gouffre financier. 6 mois, chaque dollar disponible. Le genre de rénovation qui vous oblige à prendre environ 40 décisions par jour et à avoir raison sur la plupart d'entre elles. Quand nous avons terminé, le bâtiment comptait 4 locataires de commerce de détail de luxe au rez-de-chaussée et 2 studios de design au niveau supérieur. Le bénéfice net après rénovation était de 340 000 euros. L'évaluation combinée des actifs d'Aldé Interior à ce moment-là, y compris les actifs de l'entreprise et les biens immobiliers, se situait quelque part au-dessus de 4 billions d'euros. Je conduisais toujours la Honda. 3 ans après avoir signé ses papiers à la table de la salle à manger, mon avocat a contacté l'avocat de mon père pour une affaire de routine. Il y avait une parcelle de terrain à Westport, au Connecticut, adjacente au domaine de la famille Anders, qui venait d'arriver sur le marché. Margaret et moi la surveillions. Elle avait la bonne taille, le bon emplacement et correspondait à un projet auquel je pensais depuis longtemps. Un espace de travail créatif partagé pour les jeunes designers et artistes qui débutaient, le genre d'espace que j'aurais aimé voir exister quand je dormais sur le sol de ma cuisine avec 3 200 € et une courte liste de ce que j'avais encore. L'achat nécessitait un relevé de limites standard et une vérification de titres sur la propriété voisine. Daniel a contacté l'avocat au dossier pour cette propriété dans le cadre de la diligence raisonnable normale. Cet avocat était Gerald Whitfield, l'avocat spécialisé dans les successions de mon père, le même homme qui s'était assis au bout de la table de la salle à manger 3 ans plus tôt avec son dossier en cuir, ses lunettes de lecture et son expression professionnelle neutre. Daniel a passé l'appel. Il a identifié l'entité acheteuse. Aldé Interior Société à responsabilité limitée, propriétaire et directrice Théa Anders. Whitfield est resté silencieux. Pas une pause polie. Pas le bref silence de quelqu'un qui vérifie une note. Un long silence sans air, le silence d'un homme qui fait des calculs qu'il ne s'attendait pas à devoir faire. C'est la même Théa Anders du dossier de succession? C'est exact, a dit Daniel. Le silence après cela a duré 15 secondes. Il a compté. Il le sait parce qu'il est avocat et que les avocats comptent les silences. Puis Whitfield a dit très doucement, « Je vais devoir vérifier les données financières du côté de l'acheteur pour l'accord de limite. Conformité standard. » Bien sûr, a dit Daniel. Il a envoyé un résumé. Évaluation totale du portefeuille d'Aldé Interior Société à responsabilité limitée, y compris les biens immobiliers et les actifs de l'entreprise, environ 9 400 000 euros. Daniel m'a dit plus tard que Whitfield était resté silencieux pendant un autre moment avant de dire « Je vais devoir contacter mon client ». C'était tout. Aucun commentaire, aucune question,
juste le son d'un homme qui recalibre tout ce qu'il pensait savoir sur une famille qu'il avait servie pendant 20 ans. Whitfield a appelé mon père le même après-midi. J'ai appris les détails plus tard par l'intermédiaire de Daniel, par la version qui a filtré par les canaux appropriés. Mais voici ce qui s'est passé dans le bureau de la maison sur Ridgewood Land derrière une porte en acajou fermée lors d'un mardi ordinaire de mars. Whitfield l'a exposé simplement. Transaction immobilière, parcelle adjacente, acheteur Aldea Interior, détenu et exploité par Thea Anders. Évaluation nette des actifs combinés, environ 9 400 000 €. Mon père n'a rien dit pendant un long moment. Puis, c'est impossible. Whitfield a répété le chiffre, a confirmé la documentation. Il a noté qu'aucun fonds de la famille Anders n'apparaissait nulle part dans la structure du capital de l'entreprise. Elle a construit cela seule selon chaque document que j'ai examiné. Oui, c'est impossible. Il l'a dit à nouveau, plus doucement la deuxième fois. Comme si le mot était la seule chose à laquelle il pouvait se raccrocher, comme si en continuant à le dire, le nombre pourrait changer. Ma mère était dans la pièce. Elle avait écouté. Elle n'a rien dit. Plus tard, grâce à l'oncle Robert, qui avait commencé à m'appeler un dimanche sur deux, en gardant les choses légères, le temps et son chien et des histoires drôles sur ma grand-mère, mais laissant parfois échapper des choses sans le vouloir. J'ai appris que ma mère avait serré le bras de sa chaise si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Dans le salon, Victoria était au téléphone, la voix tendue et rapide. La façon dont les gens parlent quand ils calculent les dégâts. Elle a les emails. Tous ceux que j'ai envoyés. Quels emails, a demandé leur mère. Tous. Tous ceux que j'ai envoyés aux courtiers, aux gestionnaires immobiliers à propos de Théa. Nous allons gérer ça. Mon père, seul dans son bureau, a fixé le mur où 3 photographies de Victoria étaient accrochées dans des cadres en argent. Puis il a regardé l'espace à côté d'elle. L'espace où il n'y avait jamais eu de photographie de moi. Il a dit à Whitfield qu'il voulait m'appeler. La réponse de Whitfield a été douce mais ferme. Par l'intermédiaire d'avocat, Richard, elle a un conseiller juridique maintenant. Cela passe par les canaux appropriés. Richard a hoché la tête. Et dans ce hochement de tête, selon la façon dont ces choses finissent par revenir, quelque chose s'est brisé qui ne se recollerait plus. Sa fille avait un avocat à cause de lui. Les lettres ont commencé à arriver 2 semaines plus tard. La première est arrivée par le bureau de Whitfield sur du papier à en-tête personnel, pas sur du papier à en-tête juridique, l'écriture de mon père. Théa, je suis incroyablement fier de ce que tu as accompli. Je n'en avais aucune idée. J'aimerais te voir. Nous avons beaucoup à discuter. Pouvons-nous parler? Je l'ai lu à ma table de cuisine. Je l'ai relu, debout à la fenêtre, les montagnes gris-bleu dans la lumière de la fin d'après-midi. Je l'ai lu une 3e fois assise sur le sol. Il était fier. Bien sûr, il l'était. Maintenant, il y avait un chiffre attaché à mon nom. 9 400 000 € de preuve que je valais quelque chose. Mais où était cette lettre quand je gagnais 800 € par projet? Quand je mangeais des céréales pour le dîner et que je faisais des calculs sur une boîte de courses. Quand je ne pouvais pas garder un client parce que son autre fille empoisonnait silencieusement chaque relation professionnelle que j'essayais de construire. J'ai dicté ma réponse à Daniel. Il l'a transmise. Merci, papa. Mais je n'ai pas besoin d'une fierté qui arrive avec 3 ans de retard. J'ai construit ma vie sans elle. Je continuerai sans elle. Une semaine plus tard, la 2e lettre est arrivée. 2 mots à l'encre qui avaient légèrement bavé, comme si sa main tremblait quand il l'a écrite. Je suis désolé. Je l'ai lue. Je l'ai pliée. Je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Victoria a appelé mon téléphone directement 2 semaines après l'arrivée de la mise en demeure à son bureau. La première fois en 3 ans. J'ai regardé son nom s'allumer sur l'écran. J'ai refusé l'appel, non pas parce que j'avais peur, mais parce qu'il ne restait rien à dire qui puisse signifier quoi que ce soit pour l'instant. 3 jours plus tard, elle a envoyé un email. Court, pas de préambule juridique. Je sais que j'ai gâché les choses. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? J'y ai réfléchi pendant 2 jours, puis j'ai répondu. Il m'a fallu 1 heure pour écrire 4 phrases. Victoria, je te pardonne. Je le pense vraiment.
Mais le pardon ne signifie pas que je te veux de retour dans ma vie. Je te souhaite le meilleur. J'ai appuyé sur envoyer. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine que je n'avais pas réalisé être encore tendu. Ma mère a appelé une semaine après cela. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que cette conversation devait avoir lieu. Pas pour elle, pour moi. Une dernière fois. Tu as prouvé ton point, a-t-elle dit. Maintenant, rentre à la maison. J'étais debout à la fenêtre de mon appartement. Les montagnes étaient bleues et infinies. L'atelier de poterie en bas jouait quelque chose de doux à la radio. Une voiture est passée dans la rue. Des sons ordinaires. Un après-midi ordinaire. Maman, ai-je dit. Je n'ai pas prouvé un point. J'ai construit une vie et c'est ma maison maintenant. Théa, je t'aime. Je sais, mais je ne peux pas retourner être quelqu'un que tu ne valorises que lorsque les chiffres sont bons. Elle est restée silencieuse. Je l'ai entendu respirer. J'ai entendu, ou j'ai imaginé entendre, le son du robinet de la cuisine sur Ridgewood Lane, celui que mon père avait l'intention de réparer depuis 7 ans. J'ai raccroché doucement. La propriété de Westport a été conclue en novembre. Je l'ai convertie en un espace de travail créatif partagé, des studios et des salles de réunion pour de jeunes designers, architectes et artistes qui avaient besoin d'un endroit pour travailler avant de pouvoir se payer un endroit pour travailler. Le genre d'espace qui existait parce que quelqu'un avait décidé que cela devrait exister. Je l'ai nommé le Hall des collectives. Margaret a coupé le ruban. Oncle Robert est descendu du Connecticut pour l'ouverture. Il s'est tenu au fond de la pièce et a regardé et n'a rien dit pendant un long moment. Et quand il s'est finalement approché de moi, il a juste mis sa main sur mon épaule et a hoché la tête. J'ai compris. Lors de l'ouverture, une jeune designer, 23 ans, tout juste sortie de l'école, un portfolio sous le bras, l'expression particulière de quelqu'un qui est terrifié et qui essaie de ne pas le montrer, s'est approchée et a demandé si c'était vraiment un espace où les gens pouvaient juste travailler. Je lui ai dit que oui. Elle a regardé autour d'elle les tables à dessin et la lumière et les autres personnes qui travaillaient, et quelque chose dans son visage a changé. Je l'ai regardé trouver une table, s'asseoir, ouvrir son portfolio et commencer. Mon père a envoyé 4 lettres maintenant. J'ai lu chacune d'entre elles. La 3e était la plus longue, 2 pages entières écrites à la main, dans lesquelles il disait qu'il avait été élevé pour croire que le succès ressemblait à une seule chose et qu'il avait passé sa vie incapable de le voir quand il se présentait en portant quelque chose de différent. Il a dit qu'il m'avait laissé tomber, qu'il le savait, et qu'il ne me demandait pas de revenir. Il voulait juste que je le sache. La 4e était plus courte, juste une question. Es-tu heureuse? Je suis resté avec celle-là pendant un long moment. Puis j'ai répondu par 4 phrases. Oui, le travail est bon. Les montagnes sont belles. J'espère que tu vas bien, papa. Je l'ai scellé. Je l'ai envoyé par le bureau de Whitfield. Je ne sais pas ce que cela a signifié pour lui quand il l'a ouverte. Je sais seulement ce que cela a signifié pour moi de l'écrire. Pas exactement un pardon. Pas encore. Mais quelque chose qui avance dans cette direction. Une porte pas complètement ouverte mais qui n'est plus verrouillée. Ma mère n'a pas rappelé. Oncle Robert me dit qu'elle maintient toujours la même histoire lors de ses réunions sociales. Théa a toujours été la plus difficile. Maintenant qu'elle a de l'argent, tout le monde veut réécrire l'histoire. Mais il me dit aussi que tard dans la nuit, il a entendu à travers ses portes pleurer le genre de pleurs qui n'ont pas de public. Je ne sais pas quoi faire de cela. Je le tiens soigneusement comme on tient quelque chose de fragile qui ne vous appartient pas. Victoria n'est plus à Stanford. Elle a pris un poste dans un plus petit cabinet à New Haven. Un pas en arrière selon toutes les mesures professionnelles. L'associé directeur de son ancien cabinet, me dit Daniel, a eu une longue conversation avec elle avant son départ. Personne n'en parle directement, mais ces choses n'ont pas besoin d'être dites directement pour être comprises. Je ne me sens triomphante de rien de tout cela. Le triomphe exigerait que j'ai voulu que cela se produise. Et ce que je voulais, ce que j'avais toujours voulu, c'était simplement que ma famille me voie. J'ai passé beaucoup de temps à être en colère qu'il ne l'ait pas fait. Puis j'ai passé beaucoup de temps à construire, parce que construire était la seule chose qui faisait taire la colère. Et maintenant, je suis à l'autre bout de quelque chose pour lequel je n'ai pas de nom précis. Pas guérie, pas tout à fait entière, mais debout dans une ville que j'ai choisie.
dans un bâtiment que je possède, faisant un travail que j'aime. Entouré de personnes qui m'ont trouvé pour ce que j'ai fabriqué plutôt que pour la famille d'où je viens. Aldé Interior compte aujourd'hui 19 employés. Le portefeuille dépasse les 12 millions d'euros. Margaret est toujours mon associé. Daniel est toujours mon avocat. Oncle Robert appelle un dimanche sur deux. La jeune designer qui s'est assise à la table à dessin lors de l'ouverture d'Aldé Collective en est maintenant à sa 2e année en tant que designer junior dans un cabinet à Raleigh. Elle m'a envoyé une carte à Noël. Elle a écrit « Merci pour la table ». Chaque matin, je me réveille dans une maison que j'ai achetée moi-même, dans une ville que j'ai choisie. Je prépare du café dans une cuisine qui est la mienne. Et je regarde les montagnes. Les lettres de mon père sont dans un tiroir. Toutes les 4 pliées dans l'ordre. Un jour, je les sortirai peut-être et les lirai jusqu'au bout sans me préparer au pire. Un jour, j'écrirai peut-être plus de 4 phrases en retour. Je ne sais pas encore. C'est à moi d'en décider, selon un calendrier qui m'appartient. Voici ce que je sais. Vous n'avez pas besoin de la permission des gens qui vous ont abandonné pour recommencer. Vous n'avez pas besoin de leur fierté pour construire quelque chose dont vous pouvez être fier. Vous n'avez pas besoin de leur amour pour apprendre à aimer votre propre vie. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un projet, d'une porte, d'une femme qui vous regarde traverser un espace vide et qui dit « Vous voyez les choses différemment de tous ceux que j'ai rencontrés. » Le reste n'est que du temps, du travail et le fait de ne pas s'arrêter. La meilleure revanche n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de construire quelque chose de si réel, de si vôtre, de si complètement en dehors de tout ce qu'ils avaient imaginé pour vous, que leur version de votre histoire manque tout simplement de place. C'est impossible, a dit mon père. 15 secondes de silence. C'est impossible. Oui, papa. Je sais.